Nous allons commencer la correction de la dissertation qui a pour sujet ici les mutations de la société française de 1850 à nos jours. Pour cela, durant cette correction, nous allons nous appuyer sur la grille d'auto-évaluation qui va vous être proposée, donc, et que nous allons d'abord travailler en AP d'ici quelques jours, puis justement que nous allons exploiter lors des futures évaluations que vous pourrez réaliser tout au long de l'année. L'idée est de vous présenter un certain nombre de critères, comme ce que nous avions pu faire d'ailleurs un petit peu en AP, mais que nous allons reprendre par la suite, et de s'en servir pour à la fois construire vos travaux préparatoires en classe, mais aussi éventuellement comment dirais-je, vos exercices sur table, donc avec cette grille que nous commenterons et que nous préparerons par la suite ensemble. Bien. Cette grille nous indique donc différents éléments, d'abord pour travailler le sujet de la dissertation. Il s'agit ici d'abord de borner le sujet dans le temps et dans l'espace, en repérant notamment les bornes chronologiques, 1850 à nos jours. Le terme française aussi induit donc les limites du territoire de notre pays. Identifier les mots-clés, hein, rappeler que des mots sont importants dans le sujet. Ici, le terme mutation, qui est sans doute le terme le plus fort, qui va induire la réflexion globale, et le terme société française, qui est finalement la zone d'impact de ces mutations. Il va falloir ensuite hiérarchiser, justement, à partir de ces différentes expressions, eh bien, les idées qui vont pouvoir ressortir de tout cela. Rappelons que ces mutations de la société française, finalement, ont trois dimensions. Les premières sont économiques, avec le fait que les secteurs d'activité vont être bouleversés durant cette période-là, que ce soit l'agriculture, l'industrie ou les services, qui vont connaître d'importantes transformations tout au long de cette période qui va aller de 1850 à nos jours. On peut cerner différentes finalement une certaine périodicité hein, entre cette période-là, de 1850 à nos jours, puisque de 1850 à peu près la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir une première phase qui va être liée au développement industriel de la France, une seconde phase qui va être entraînée après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1975, qui est une phase de très fort développement que sont les 30 Glorieuses, et enfin, une période qui va être plus difficile, plus compliquée, à partir de 1975, qu'on appelle les 20 rugueuses, que les économistes ont appelé les 20 rugueuses, qui auraient dû se finir en 1995, mais qui sont en fait plus larges, puisque justement nous sommes sans doute entrés dans un nouveau cycle économique, que l'on pourra d'ailleurs justement relier aussi aux mutations globales des économies mondes. Donc cette dimension économique peut être rejointe par une dimension plus liée aux conditions de travail et aux éléments sociaux. C'est ce qu'on peut voir justement, notamment par le biais de la population, de la question de la population active, comment celle-ci a pu varier tout au long de la période, en liaison avec les évolutions qu'on avait pu voir. Mais comment aussi cette population active a été impactée par les évolutions démographiques du pays. Et enfin, comment justement les travailleurs qui justement bénéficiaient de ces conditions-là ont pu faire évoluer ces conditions par l'action syndicale ou comment l'État a pu s'investir pour essayer de transformer ces conditions et finalement améliorer les conditions de vie des salariés durant cette période-là. Dernier volet, c'est aussi en liaison avec la démographie, qui viendra sans doute dans une certaine forme de réflexion en lien avec cela, c'est la manière dont la France, face à un certain nombre de problèmes démographiques, a pu organiser justement des situations d'immigration de manière à répondre à ses besoins en main-d'œuvre. Et ça, on y reviendra justement plutôt dans une troisième partie. Et vous voyez que la logique déjà de notre plan, eh bien, est déjà présente au travers de cette simple analyse des termes du sujet. Euh, de fait, on va donc pouvoir arriver à la formulation de notre introduction. D'abord, on peut se rappeler que la France s'insère dans une série justement d'économies mondes qui ont existé en gros du XVIe siècle, date de l'ouverture du monde par les Européens, jusqu'à aujourd'hui. En ce sens où on est passé justement d'économies mondes liées très fortement à l'Europe, tout au long justement du XVIe jusqu'à l'économie monde britannique au XIXe siècle, à des économies mondes justement plutôt centrées sur les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, à une économie monde qu'on peut juger ou qualifier aujourd'hui de multipolaire. Or, toutes ces économies mondes se sont basées sur de grandes transformations économiques qui ont forcément impacté la France, dans la mesure où, dès justement le XVIe siècle, la France va s'inscrire justement comme puissance importante de ces économies mondes.
Et aujourd'hui, dans le cadre européen, effectivement, fait partie des grands pôles de cette économie monde multipolaire. Rappelons en effet aussi par ailleurs que ce sujet s'appuie sur l'idée de transformation donc, de la société française, qui sont forcément induites par ces bouleversements économiques liés à ces mutations progressives des économies mondiales, dans une logique d'intégration de plus en plus forte à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et que depuis 1850 et jusqu'à nos jours, on peut cerner différentes phases. Donc cette économie monde britannique de 1850, en gros, justement à la crise de 29, qui va amener à l'émergence d'une économie monde américaine après la Deuxième Guerre mondiale, qui va là encore transformer de manière majeure la société française, en rappelant aussi qu'il y a l'impact des deux guerres mondiales, qui sont aussi des éléments forts en termes de chronologie, justement, durant cette période-là. Et justement, eh bien, de grandes transformations induites là encore par ce passage à une économie monde multipolaire au cours des années, en gros, à partir de 1975 jusqu'à aujourd'hui, qui ont amené, dans une logique de grande incertitude sur le plan de la domination économique, eh bien, une transformation majeure de l'économie et une adaptation justement à la mondialisation. Donc tout cela nous amène à nous poser une question, qui sont liées justement à ces évolutions de la société française que l'on a pu qualifier par ailleurs. Comment l'économie française a-t-elle amené cette société à s'adapter durant une période de grande transformation économique qui a été celle de 1850 à nos jours, et comment cette adaptation a-t-elle induit à la fois des transformations sociales et des transformations plus larges liées à la démographie la démographie de la France. Ces transformations, justement, sont-elles à l'origine d'un nouveau visage de la France, très différent, justement, de ce qu'on pouvait voir en 1850. Et donc, nous allons articuler notre réflexion en fonction de cette problématique, qui, je le rappelle, est centrée sur la question comment dirais-je, de ce changement de visage très profond, articulé par l'économie et qui a impacté la société, et comment ces grandes transformations se sont articulées, justement, tout au long de la période. Euh, Terminons justement sur l'annonce du plan. On va donc aborder un plan thématique articulé autour de trois parties. La première qui concerne la question de l'impact très fort de ces changements des économies mondiales sur l'économie française qui elle-même aura des conséquences sur la société. Dans un second temps, on verra comment cette société a, dans son lien avec le travail et les conditions de travail, mais aussi la démographie, a été littéralement bouleversée durant cette période de 1850 à nos jours, pour enfin donc se centrer sur les questions du changement tout simplement de la société française en liaison avec ses besoins économiques en termes de main-d'œuvre et comment cette société a évolué, son visage a évolué en fonction des différentes vagues d'immigration qui ont pu se produire tout au long justement de la période de 1850 à aujourd'hui. On va donc commencer par la question des mutations économiques qui vont impacter directement la société française de 1850 à nos jours. Rappelons que ce lien très fort qui est entretenu entre les économies mondes et l'économie française, qui est inséré depuis à peu près le XVIe siècle, eh bien, vont forcément avoir un impact très fort sur la France tout au cours de cette période-là. 1850 correspond en effet à l'entrée de la France dans une phase d'industrialisation extrêmement rapide qui va avoir des conséquences à la fois sur le plan agricole, mais aussi sur le plan justement industriel et même sur le plan de l'urbanisation en général. L'arrivée de la machine à vapeur au sein des industries vont doper justement cette activité tout au long du XIXe siècle et amener une grande proportion de la population à se tourner de plus en plus vers ces industries qui ont tendance à se concentrer, du fait aussi des gains de temps qui sont réalisés par le chemin de fer et l'accélération comment dirais-je, de l'arrivée de matières premières dans ces différentes usines qui sont souvent situées en milieu urbain parce que à proximité de gares et donc à proximité de terminaux justement liés à ces chemins
chemin de fer, vont permettre donc le développement de gros pôles industriels, donc autour de Paris, autour de Saint-Étienne, autour de Lyon. On peut penser aussi à Limoges notamment, qui font partie de ces grandes villes industrielles qui bénéficient justement de l'apport de matières premières à proximité, qui sont amenées par train. Cette industrialisation bouleverse littéralement la société, en ce sens où une population qui était autrefois rurale a tendance à partir, justement parce qu'elle manque de travail tout simplement dans ses campagnes, pour aller vers les villes. Villes qui ont tendance à grossir tout au long de la période. Parallèlement, et ça on vient de le dire, la population rurale a tendance à diminuer. On entre dans un déclin de l'activité agricole, d'abord en premier lieu, parce que justement la mécanisation induit pour les agriculteurs un moindre besoin en main-d'œuvre que ce ne l'était justement avant la révolution industrielle. Tout au long de la période, de 1850 en gros à 1950, eh bien, la mécanisation n'a fait que progresser et le travail, le salariat agricole n'a fait que régresser durant cette période-là, du fait des gains de productivité très importants induits par l'industrialisation, enfin non pas l'industrialisation, mais en tout cas la mécanisation induite par l'industrialisation dans les campagnes. Donc de fait, à mesure que le salariat agricole se réduit, la population de ces zones rurales a tendance à se déplacer vers les villes pour trouver du travail dans ces grandes industries qui sont en train de se créer dans de multiples centres urbains qui, eux, connaissent une croissance relativement forte. Donc la France est un pays qui est majoritairement agricole et dont la population finalement ne deviendra pas supérieure, dans la population urbaine ne deviendra pas supérieure à la population rurale avant le milieu des années 50. Toutefois, il y a un mouvement très régulier de déplacement de population qu'on appelle l'exode rural tout au long de cette période-là, qui va donc faire que les ruraux vont se déplacer vers les zones urbaines pour trouver du travail dans ces grandes industries. Or, c'est à partir de 1945 que cet âge d'or du travail industriel est le plus réel. En ce sens où, tout au long du 19e, du début du XXe siècle, ont été appliqués dans les industries le développement de ce qu'on appelle le taylorisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne, qui eh bien, réduit le rôle ou la qualification du travailleur à une simple à l'exécution d'un geste. Et qui finalement fait que ces industries sont à la fois très demandeuses en travail, c'est-à-dire en hommes tout simplement, et exigent des qualifications relativement réduites. De fait, effectivement, tout au long de cette période-là, on va s'apercevoir que la population active engagée dans les industries ne va cesser de croître jusqu'au milieu ou jusqu'à la fin des années 60 pour atteindre son maximum. À ce moment-là, effectivement, la population active industrielle d'ouvriers finalement deviendra supérieure ou très supérieure à la population active liée à l'agriculture. Le véritable passage justement, le moment où les courbes se croisent finalement, c'est sur le milieu des années, c'est au milieu des années 30 avec la crise des années 30 qui va amener ce passage, cette grande transformation où la population active agricole qui était supérieure au milieu en 1850 va chuter et laisser passer finalement le travail industriel comme premier type de population au sein de cette population active. C'est à cette époque-là, finalement, que cet emploi industriel, eh bien, va se développer. C'est en 1974 à peu près que l'industrie compte 35% des travailleurs, c'est-à-dire est majoritaire en France. Cette population s'accompagne à la fois de cols bleus, c'est-à-dire de populations qui sont concernées par des tâches répétitives, etc., liées au terrorisme, mais aussi des cols blancs qui sont des techniciens ou les administrateurs de ces grandes industries. Cependant, à partir justement de 1975 et de ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier qui va induire une période de croissance ou de crise assez marquée en France, eh bien, ce travail industriel va être assez rapidement dépassé par la population active qui est concernée par les services. À mesure que le pays finalement entre dans une phase de désindustrialisation, non pas en ce sens où le nombre d'industries ou les compétences des industries se réduisent, mais en le sens où le nombre d'ouvriers a tendance à régresser parce que la demande en travail industriel se réduit, eh bien, la population active concernée par les services ne va cesser de croître tout au long de la période qui va de 1850 à nos jours. Aujourd'hui,
Alors même qu'en 1850, elle ne représentait que 18% de la population, aujourd'hui elle représente 78% de la population. C'est-à-dire que massivement, le travail est devenu un travail tertiaire, c'est-à-dire lié notamment aux services marchands ou non marchands. On peut penser aux services publics lorsqu'on parle de services non marchands notamment, ou aux activités commerciales. Ces activités commerciales, justement, sont marquées justement tout au long de la période, si on fait un zoom sur ces activités-là, par une transformation aussi des modes de distribution. Ces transformations des modes de distribution qui vont faire passer justement de la distribution de l'épicier finalement aux premières grandes surfaces qui vont apparaître avec la croissance des pôles urbains à la fin du 19e, on pensera au bon marché notamment, à une activité plutôt centrée sur les périphéries, à mesure justement aussi que les modes de transport changent et qu'on va passer du transport à pied ou en transport en commun, un transport à la voiture individuelle après la Seconde Guerre mondiale, aux grandes surfaces, voire aux hypermarchés justement qui vont commencer à se créer aux périphéries. Et aujourd'hui, ces hypermarchés, en liaison avec la concurrence qu'il y a aussi sur Internet, cherchent des gains de productivité en faisant disparaître un certain nombre de métiers, notamment le métier de caissière, qui est menacé justement par la robotisation et l'informatisation, et au passage aux caisses autonomes finalement. Et l'exemple d'Amazon, qui menace aujourd'hui la grande distribution française et les grandes enseignes de la distribution française, illustre tout à fait ce passage justement de cette activité commerciale très de proximité, on pense aux épiciers, à une plus grande surface, justement, comme les bons marchés des centres-villes, des grands pôles urbains, justement au début du XXe siècle, à ces hypermarchés, puis aujourd'hui à ces aspects commerciaux, à ce service commercial totalement dématérialisé, avec l'exemple d'Amazon. Donc tout cela montre que même aujourd'hui, le travail justement tertiaire est de plus en plus, là aussi, en train de se fractionner entre un travail qui exige de très hautes qualifications, notamment, et un travail qui justement est de plus en plus précaire, on parle de précariat aujourd'hui, pour ces populations qui sont menacées par l'impact de ces nouvelles technologies et de ces gains de productivité. D'où le développement au sein de la population de deux phénomènes concurrents. Le premier est celui marqué par le chômage, un chômage de masse très puissant ou très important depuis 1975 et l'entrée dans ce qu'on a appelé les 20 rugueuses, et dans un phénomène justement de désindustrialisation assez marqué dans l'espace ou dans le territoire français. Le second est celui marqué par l'émergence d'un travail, comme on a pu évoquer, d'un travail précaire, marqué par une grande flexibilité horaire et des salaires relativement faibles. Ainsi, au travers de cette évaluation des modifications économiques qui ont impacté la société française, on va pouvoir justement commencer à aller voir un petit peu quelles sont les modifications de la société française, induites à la fois par le changement des conditions de travail, l'évolution de la démographie et des mœurs, ou encore justement la question de tout simplement des transformations de la population active durant cette période. Tout cela nous amène de fait à évoquer les bouleversements de ces éléments économiques sur le travail et la population active. Évoquons d'abord, dans le cadre de cette analyse, l'évolution de la population active qui est remarquable tout au long de cette période de 1850 à nos jours. On est en effet passé d'une population active d'environ 18 millions de travailleurs à une population active qui dépasse aujourd'hui les 28 millions de travailleurs. Donc cela s'explique essentiellement par le développement, durant notamment les 30 glorieuses, d'une ouverture du marché du travail aux femmes, notamment. Donc, de plus en plus marqué. Donc autrefois, finalement, c'était un travail non déclaré, invisible, dans le cadre justement du travail féminin dans l'agriculture, notamment. Puis de plus en plus visible, après notamment lors de la Première Guerre mondiale, où on a eu besoin de la main-d'œuvre féminine. Ce travail qui a été en régression durant l'entre-deux-guerres, mais qui va justement s'ouvrir aux femmes de manière de plus en plus marquée après ou à la fin justement de la période des 30 glorieuses, notamment dans le cadre des travaux liés tout simplement aux services qui vont se développer en France.
Dans un deuxième temps, on peut évoquer aussi la question justement de cette amélioration des conditions de travail qu'ont connues justement les travailleurs et la population active durant cette période. Le travail va être régulé et encadré de plus en plus par l'État qui va intervenir notamment sur la demande des salariés eux-mêmes grâce notamment à la création des syndicats. Et c'est dans cette relation tripartite entre État, patron et syndicat que vont se développer notamment une amélioration des conditions de travail. Euh, Autrefois, justement, dans 1850, on travaillait plus de 10 heures par jour, 14 heures même en été, et à partir de 1880 notamment, et avec en 1884 la loi autorisant les syndicats vont manifester pour essayer de limiter à 8 heures d'abord la journée de travail, ce qui va être obtenu justement après la Première Guerre mondiale en 1919, alors même qu'à partir justement de 1936, on va limiter le temps de travail hebdomadaire cette fois à 40 heures. On va permettre justement les 2 premières semaines de congés payés, et ce qui va aboutir aussi par ailleurs à des augmentations de salaire. Donc de fait, les conditions de travail s'améliorent tout au long de la période, en liaison justement avec de fortes revendications des salariés, appuyées par les syndicats, qui vont œuvrer pour que ces conditions de travail s'améliorent. L'État lui-même, comme on peut le voir avec 1936 et les lois du Front populaire notamment, eh bien suit cette action syndicale ou s'en inspire même parfois lorsqu'il s'agit de partis en liaison avec ces syndicats, notamment la SFIO qui a pu obtenir le pouvoir avec le Front populaire en 1936. Euh, Par ailleurs, l'entreprise demeure un lieu de conflit, forcément, puisque les syndicats français ont une forte tradition anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire une tradition en réalité révolutionnaire, qui cherche davantage à s'opposer aux patrons qu'à collaborer avec eux pour améliorer les conditions de travail. C'est la différence fondamentale, notamment entre le syndicalisme français, qui est un syndicalisme d'opposition, avec le syndicalisme allemand notamment, et ce qui explique en partie le faible taux de syndicalisation des salariés en France, l'un des plus faibles en Europe notamment, tout simplement parce que tout au long de cette période-là, les syndicats s'opposent davantage par des mouvements souvent violents, hein, qui passent par des manifestations, parfois des émeutes au début du XXe siècle, ou souvent des grèves, ce qui rend parfois justement le syndicalisme un petit peu compliqué justement pour les salariés qui cherchent des actions un peu plus conciliantes avec les patrons notamment. Cette opposition syndicale très marquée amène souvent par contre l'État à réprimer ces émeutes, notamment ces manifestations, notamment en 1891 à Fourmies, où on assiste à une répression sanglante de manifestations ouvrières, alors même que le droit de grève est reconnu en France depuis un certain temps. Enfin, on peut évoquer aussi par ailleurs, ce changement, ces bouleversements induits par le travail sur la population active, on peut rappeler notamment l'évolution de la démographie et l'évolution des mœurs. Rappelons que depuis, à partir de 1850, la France est dans une phase plutôt de dénatalité. La France est un pays justement plutôt marqué par une natalité relativement faible. On reviendra sur les conséquences de cette situation par la suite, ce qui va être renforcé d'ailleurs par la Première Guerre mondiale et l'hécatombe en vie humaine, notamment de jeunes hommes qui ne vont pas donc pouvoir avoir d'enfants, et ce qui va entraîner une véritable crise démographique durant les années 20 et les années 1930. À partir de 1945, cette situation va changer en ce sens où on va entrer dans une phase de natalité importante, dite du baby boom, phase du baby boom entre 1945 et 1975, où la population française va largement être renouvelée. Et ce baby boom va entraîner forcément mécaniquement, à partir notamment du début des années 60, une augmentation massive de la population active, en liaison notamment avec le travail des femmes, comme on l'a pu évoquer, mais aussi justement avec tout simplement un rajeunissement de la population et des catégories qui vont renouveler la population active de manière assez marquée. Dans le même temps, cette population va aussi bénéficier d'une massification de la scolarisation et d'une progression des niveaux de qualification, ce qui va entraîner d'une part une certaine forme de désinfection pour le travail industriel et une orientation plus marquée vers les services notamment,
qui sont censés exiger des qualifications plus importantes. Euh, Terminons enfin justement comment dirais-je, cette massification du niveau scolaire passe par exemple la mise en place du collège unique par la réforme Abi au milieu des années 70, ou encore les planifications durant les années 80 de 80% d'une classe d'âge arrivant au bac, que ce soit le baccalauréat professionnel ou le baccalauréat général. Cette modification de fait de la société, impactée elle-même par l'économie, aboutit aussi justement à des besoins de plus en plus forts de la société française pour, comment dirais-je, une main-d'œuvre non disponible en France que l'on va donc aller chercher à l'étranger. Cela va impacter totalement justement la société française et modifier tout simplement son visage tout au long de la période qui va de 1850 à nos jours. Rappelons d'abord que la France est un ancien pays d'immigration. Tout au long du XIXe siècle, en liaison avec le développement industriel du pays, des populations originaires justement de Belgique, ou encore d'Italie ou d'Espagne sont venues s'installer sur le territoire français pour chercher du travail. D'abord, D'abord justement marquées plutôt par des migrations originaires du nord de l'Europe, ces migrations vont plutôt s'orienter vers le sud de l'Europe à partir de la fin du 19e siècle notamment, où un grand nombre d'Italiens vont venir s'installer sur le sol français pour chercher du travail, notamment dans ces industries nouvelles qui sont implantées un peu partout en France et notamment dans l'est du pays, dans le nord, ou encore, comment dirais-je, dans les provinces à proximité de la frontière allemande, en Lorraine notamment, dans la partie française de la Lorraine, justement avant qu'elle ne soit annexée par l'Allemagne, ou encore justement dans la région Rhône-Alpes. Toutes ces populations, justement, bénéficient d'un accueil souvent mitigé des populations françaises. On peut citer notamment des phases de xénophobie assez importantes avec le massacre d'Aigues-Mortes, notamment en 1893. De fait, effectivement, ces populations cherchent l'intégration par le travail, mais retournent très souvent dans leur pays d'origine après. Mais de fait, les besoins démographiques de la France étant particulièrement importants, et notamment après la Première Guerre mondiale, et l'hécatombe qu'on a pu noter justement sur le plan démographique, la saignée humaine sur le plan démographique, eh bien, une partie de ces familles installées en France vont bénéficier de la naturalisation avec la loi de 1927. Après l'éclipse de Vichy notamment, où on va rejeter massivement, puisque c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir en France avec cette dictature de 1940 à 1944, la libération et la réinstauration de la 4ème République va entraîner par ailleurs aussi une période de reconstruction très importante de la France et d'industrialisation très forte, comme on a pu l'évoquer. Et les besoins en main-d'œuvre vont devenir de plus en plus patents. En premier lieu, toujours vers l'Europe du Sud, avec des Italiens qui vont toujours venir, de la même manière que des Espagnols et des Portugais notamment vont s'installer sur le sol français durant cette période des Trente Glorieuses, mais on va aller aussi chercher des populations dans les colonies françaises, du Maghreb notamment, et d'Afrique occidentale notamment aussi par ailleurs, et par la suite dans les anciennes colonies à la suite de la décolonisation française. Ces, euh, Ces populations immigrées sont souvent recherchées pour des travaux, là encore marqués par un taylorisme relativement fort, donc des travaux peu qualifiés, avec des conditions de travail très difficiles que refusent souvent les Français. Ils sont accueillis dans des conditions qui sont absolument déplorables, puisqu'au cours des années 50 et 60, ils vont être logés dans des bidonvilles, littéralement. Justement, ce sont souvent des populations masculines qui sont venues chercher du travail hors de leur pays, qui renvoient une partie de leurs revenus sous forme de remise dans leur territoire, dans leur pays d'origine, et qui sont logés par la suite, à partir des années 60, dans ce qu'on appelle les foyers Sonacotra, c'est-à-dire des foyers qui sont réservés aux travailleurs, dans des sortes d'internats en fait de travailleurs. Euh, À partir de 1975, la situation va totalement être bouleversée par justement la crise économique qui va tarir les besoins des industries, notamment dans cette main-d'œuvre peu qualifiée, va amener à une fermeture des frontières. La politique, d'ailleurs, migratoire va totalement changer, puisqu'on va passer d'une politique où on demandait à des hommes de venir s'installer sur le territoire français pour travailler,
en limitant le plus possible les regroupements familiaux, à une politique qui, à partir de 75, va s'orienter cette fois vers le regroupement familial de ces populations déjà présentes sur le territoire français. De fait, les travailleurs masculins vont faire venir leur famille pour s'installer et pour faire souche sur le territoire français, ce qui amène à des problèmes, notamment d'intégration et d'assimilation. L'intégration, c'est la capacité à travailler justement sur le sol français, à payer des impôts et à vivre comme n'importe quel autre citoyen. Mais l'assimilation compte aussi justement la phase de l'appropriation des valeurs françaises. Et ça, c'est un autre problème. Et c'est notamment cette critique de la faible assimilation par comment dirais-je, de la faible assimilation des communautés d'origine notamment africaine, qui est reproché par un certain nombre de partis xénophobes en France qui progressent tout au long de la période du fait de la crise économique et qui rejettent sur ces populations immigrées la responsabilité de la crise. Ces populations, de fait, aussi par ailleurs, et du fait du rejet d'une certaine forme de racisme dans la société, refusent cette assimilation aussi par ailleurs, ce qui n'est pas sans poser problème, et ce qui amène actuellement à des soucis plus larges sur le plan politique. Nous allons donc conclure le sujet en évoquant ces mutations de la société française de 1850 à nos jours. Elles ont été marquées de manière extrêmement profonde par justement l'impact des transformations des économies mondiales et de ce passage à une mondialisation basée sur une multipolarité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces transformations de l'économie mondiale ont induit d'abord la marginalisation progressive de cette économie agricole française et de cette population agricole à un passage justement à un milieu plus urbain, plus industriel, marqué par comment dirais-je, une société de consommation donc basée sur des hypermarchés à la périphérie, notamment durant cette période des Trente Glorieuses qui, on le voit, a une maturation profonde par rapport à notre époque. C'est là notamment où se densifie le milieu urbain et la population active industrielle, avant un déclin très marqué à partir de 1975 et une forme de désindustrialisation assez massive, à la fois en termes économiques mais aussi en termes sociaux. La population active ouvrière va commencer à baisser à partir de cette période-là, et le travail tertiaire, dont on a vu justement la double dimension, à la fois justement très qualifiée et à la fois extrêmement précaire, va justement totalement transformer le visage de la France, toujours dans cette société très urbaine. Donc cette modification a aussi induit justement une transformation du visage de la France, en ce sens aussi où la France, pays justement marqué par une stagnation démographique renforcée encore par la Première Guerre mondiale, va aller chercher d'une main-d'œuvre étrangère, d'abord en Europe, puis dans les pays notamment d'Afrique, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et dans le cadre justement de ces Trente Glorieuses-là. Avant que la France, face à cette crise des années 1970, décide de fermer ses frontières et d'autoriser le regroupement familial, ce qui pose aujourd'hui, comme on a pu le voir, des problèmes majeurs, tels que celui de la question de l'intégration et de l'assimilation. Donc, de fait, la transformation de la société française a été engendrée de manière très importante par les bouleversements de l'économie mondiale, mais aussi de l'histoire aussi française, en liaison avec ces deux épisodes majeurs qui ont été la Première et justement la Seconde Guerre mondiale, et qui ont entraîné des bouleversements, là encore, donc démographiques. On peut penser notamment justement à ces transformations induites par le baby boom notamment, mais aussi aux transformations des mœurs et au fait que les femmes travaillent de plus en plus aujourd'hui et travaillent à parité avec les hommes quasiment dans la population active française. Donc ces bouleversements majeurs de l'économie mondiale et ces bouleversements historiques et ces bouleversements sociaux ont induit une transformation du visage de la France sur cette période qui va de 1850 à nos jours. On peut se poser aujourd'hui une question de savoir quel sera l'impact véritable de cette économie multipolaire sur la France, dont on voit déjà en partie les effets, par un renforcement notamment de la désindustrialisation par les délocalisations, par un renforcement de la précarité, et on pensera notamment aux effets et aux transformations des deux lois travail qui ont pu réformer le code du travail récemment, notamment pour adapter la France à cette ouverture plus large à la mondialisation et à la concurrence interétatique qui peut exister justement un peu partout en Europe et aujourd'hui dans le monde.